Bonsoir, merci vraiment d'être venu ce soir pour fêter avec nous l'aboutissement de ce projet, Redonner la parole, que nous avons mené sur plusieurs mois avec Guillaume Pollack, historien, et 13 étudiantes de l'UFR d'études anglophones. Elles ont cherché pendant plusieurs mois dans les archives du service historique de la Défense à Vincennes, mais aussi, et c'est très important, dans les archives départementales et la presse de l'époque, des éléments pour nous raconter la vie, l'engagement dans la résistance et la mort de ces femmes, et tirer de l'oubli 16 femmes anonymes le temps d'une exposition. Ce soir, nous avons tenu à faire entendre la parole d'autres déportés. Ils ont été déportés le 15 juillet 1943 au camp de concentration de Natzweiler-Struthof, en Alsace, alors annexée. Ils étaient présents la nuit où ces femmes ont été massacrées. Déportés Nacht und Nebel, nuit et brouillard, ils étaient voués à disparaître sans laisser de traces. Si Pierre-Georges ne s'était pas évadé du fort de Romainville, il aurait très certainement été déporté avec son groupe de FTP du Doubs. Il s'est évadé et il est devenu le colonel Fabien. Le texte que va maintenant nous dire Nick Mazaudier ne prétend pas parler à la place des 57 déportés de ce convoi. Prétendre se mettre dans leur tête eût été indécent. Je l'ai composé à partir des témoignages publiés de 3 déportés de ce convoi, Marcel Leroy, Aimé Spitz et Max Nevers, et de témoignages de déportés arrivés avant ou après eux. Ce texte n'a qu'une prétention, leur redonner la parole pour qu'on puisse entendre leur voix ce soir, la voix des anonymes. Il est une pâle illustration de la réalité. Il n'a pas été possible de parler de tout. Il n'évoque pas la chambre à gaz, la hiérarchie des punitions, dont le tristement célèbre chevalet des bastonnades, l'autre commando de travail terrible, la Kartoffel-Keller, le Révire, l'infirmerie du camp, les commandos annexes, dans lesquels certains ont été envoyés avant l'évacuation vers Dachau. Les témoignages sont parfois contradictoires. Tous n'ont pas vécu avec tout à fait la même chose, même si dans le même camp, même si dans la même baraque. Et puis on sait que la mémoire travaille, opère des tris. Et les témoignages ne parlent pas de tous les déportés du convoi. Il a donc été indispensable, pour les utiliser et rendre au mieux la réalité, de les confronter aux travaux des historiens, et tout particulièrement à ceux de Robert Stegman, et à mes propres recherches sur ce convoi. Il faudrait encore raconter leur retour, la difficulté à réapprendre à vivre, certains n'ont jamais pu, les tracasseries administratives pour obtenir une pension ou le titre de déporté résistant. À la distribution des médailles, ils ne furent pas les premiers. 15 médailles de la résistance en tout. Il faudra encore raconter leur vie avant les camps et de quelle manière chacun est entré en résistance, du moins pour les résistants du convoi, parce que 2 sont des droits communs. Raconter les prisons, le fort de Romainville et dire les camps après Natzweiler. Tout ce travail, l'exposition, cette soirée, c'est aussi affaire d'humanité. Dire leur nom, raconter leur histoire, c'est rendre à celles et ceux qui ont été déshumanisés par les nazis un peu de leur humanité. C'est aussi, bien sûr, rappeler par ces temps sinistres que nous vivons qu'il y a toujours eu des femmes et des hommes prêts à résister. Je dédie cette lecture à Claire et Marc, nièce et neveu d'Aristide Chelsea, italien naturalisé français, arrêté le 29 septembre 1942 par la 2e brigade spéciale, torturé dans les locaux de la préfecture de police de Paris, incarcéré à la Santé,
puis à la prison de Fresnes, puis 4 mois à Romainville, dans la casemate 22, déporté dans ce convoi, matricule 4568, mort en déportation. Je suis très heureuse de vous voir ce soir. Et si j'ai plongé dans ces recherches sur des déportés résistants, et donc si nous sommes là un peu ce soir, c'est parce qu'un jour je suis partie à la recherche d'Aristide. Je dédie cette soirée également à Roberte, qui hélas n'a pas pu se joindre à nous, dont le père François Berton, déporté dans ce convoi, matricule 4559, est mort à Natzweiler le 25 janvier 1944. Je vous demande une chose pour terminer, je vous demande de n'applaudir Nick Mazaudier et le chœur qui va l'accompagner qu'à la toute fin de la lecture, c'est-à-dire après le deuxième chant. Bonne soirée. Ils sont 57 hommes, la plupart français, entre 17 et 59 ans. Parmi eux, 5 Polonais, 2 Belges, 1 Ukrainien. Parisiens gaullistes, communistes, FTP de Franche-Comté, tous résistants, sauf 2 frères de Dijon, 2 voyous, qui jouaient au faux Gestapo pour détrousser les victimes. Ils ont tous été arrêtés soit par la police française, soit par la Gestapo. 15 juillet 1943, fort de Romainville. À l'aube, nous sommes appelés hors de la casemate. Menottés 2 par 2, on nous entasse dans des placards en tôle des fourgons cellulaires. Heureusement que le régime au fort de Romainville nous a fait plats comme des punaises, dit l'un d'eux. Les yeux collés à l'étroite lucarne, ceux qui connaissent Paris chuchotent « Rue de Belleville, avenue Simon Bolivar, avenue Secrétan, rue Lafayette, gare de l'Est. Ouf les gars, on ne va pas au Mont-Valérien. On ne sera pas fusillés. » On est bon pour l'Allemagne. Rassemblés sur le quai, on monte sous bonne escorte dans un wagon pour voyageurs. Les fenêtres grillagées sont équipées de barreaux. On est 8 par compartiment. Dans le couloir, les uniformes verts, mitraillettes à l'épaule, font les 100 pas. Nos rêves d'évasion en prennent un coup. On griffonne des petits mots sur des bouts de papier. Nous partons pour l'Allemagne, le moral est bon. On y ajoute des adresses, on jette ça sur la voie. Les cheminots les feront suivre, peut-être. À Strasbourg, notre wagon est rattaché à un train régional. Aimé Spitz, l'Alsacien, connaît bien la région. Il est souvent venu skier pas loin au lieu dit le Struthof, un coin charmant. Amable Michel, marchand de café à Dijon, est confiant. Il porte sur la poitrine sa croix de guerre. Il est certain que les Allemands sont des soldats et à ce titre sauront respecter sa décoration. Il a une belle barbe blanche. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il est plus de 8 heures du soir quand le train s'arrête en gare de Roto. On devine la forêt toute proche. Eh bien, on va faire bûcheron, dit un gars pour se rassurer. Les portes s'ouvrent. Un officier SS saute dans le wagon et nous flanque des gifles et des coups de schlag. D'autres nous jettent sur le quai. « Raus, schnell !» Ils s'acharnent sur Monsieur Michel. Croix de guerre et barbe blanche ne protègent de rien. Les chiens, dressés sur leurs pattes arrière, tirent sur les laisses. Aboiements, hurlements, schnell, schnell. On traverse les voies en courant sous les coups de crosse.
Les chiens mordent au mollet, les baïonnettes s'enfoncent dans les cuisses. On trébuche, on se relève, on court. Vite, vite! Puis on nous fait grimper dans 3 camions. On doit s'y tenir accroupi pour ne pas être vu en traversant les villages. La route en lacets, cahoteuse, s'enfonce dans la forêt, dans la nuit. On est brinque-ballé, secoué, abasourdi. Tout à coup, tout s'illumine. Barbelé, Mirador, on est arrivé. Une pluie de coups nous attend. Il faut courir sur les hurlements. Sauhaufen, Schweinebande, bande de cochons. Kramer, le SS, chef du camp, nous accueille. Vous êtes ici au camp de concentration Natzweiler. On y entre, mais on n'en sort pas. C'est un détenu, chef du bloc 13, qui traduit. L'enceinte est électrifiée. Celui qui tente de s'évader, qui cache des bijoux ou de l'argent, sera pendu. On nous conduit au pas de course vers une baraque en bas du camp. En file indienne, on doit se déshabiller, puis on passe devant des détenus qui mettent nos affaires dans de grands sacs en papier. Des SS nous font signer un reçu. Un reçu. Ça, c'est de la bureaucratie. Nus comme des vers, nous voici prêts pour la tonte. On nous rase le crâne, puis un jeune Russe nous rase tout le corps. La lame mal affûtée nous écorche. Ensuite, on nous badigeonne à grands coups de pinceau, trempés dans un baquet de crésil. Ça brûle. Nous défilons devant un SS qui nous inspecte la bouche avec un bout de bois, puis nous fait pivoter et nous pencher. Il vérifie notre trou de balle, des fois qu'on y cache un trésor, avec le même bout de bois. Évidemment, le même bout de bois pour tout le monde. L'inspection se termine par un coup de matraque sur les fesses. Dernière étape, devant un tas de vêtements civils usés, schnell, schnell, il faut s'habiller. On écope d'une veste trop petite ou trop grande, de pantalons trop courts ou trop longs, d'une chemise, d'un caleçon, d'une culotte, de 2 chiffons en guise de chaussettes et d'une paire de claquettes, semelles en bois, coiffées d'un bout de tissu. On ne choisit pas sa taille, évidemment. Et nous voici, pitoyables pantins d'un bien étrange carnaval. On se regarde, on a du mal à se reconnaître. Et maintenant, en rang par 5, zu 5. Le bloc 13, notre baraque, est le seul à être entouré de barbelés. Impossible de communiquer, de ce fait, avec les autres détenus. Le chef de bloc procède à l'appel et remet à chacun son matricule et un triangle rouge portant la lettre F, comme français. Le triangle rouge est l'insigne des politiques. On doit les coudre sur nos vestes à gauche et sur le pantalon à droite. Il ne faut pas coudre de travers, le chef de bloc a la gifle magistrale. Les Juifs ont en plus un triangle jaune à coudre pointe en haut sous le triangle rouge pointe en bas. Double peine. Nos matricules vont du 4553 au 4609. Désormais, on n'a plus de nom, juste un numéro qu'il va falloir connaître par cœur, et en allemand. On l'apprend vite, à coups de baffle. On s'en souvient encore. On s'en souviendra toujours. 4568. Ensuite, on nous distribue des pots de peinture rouge et on doit tracer mutuellement sur le dos de nos vestes et sur nos pantalons 2 grands N. On reçoit une gamelle d'aluminium, une cuillère en bois et les premières consignes qu'on nous assène en hurlant. Tout cela prend des heures, on crève de faim.
Nous ne sommes pas comptés dans les rations du jour. Le lendemain, interrogatoire, on nous photographie. Des détenus infirmiers comptent nos dents en or. Pourquoi ? Le travail. Nous sommes presque tous affectés au commando de la route, groupe de travail forcé, à la merci des gardes SS, commandés par le SS Unterscharführer Fuchs et du capot van der Mühlen, qui porte le triangle vert des droits communs allemands. On travaille à la construction d'un bout de route hors de l'enceinte électrifiée. On doit piocher, charger la terre et les pierres dans des brouettes qu'il faut pousser en courant. Les coups pleuvent. Le soleil de juillet brûle nos crânes rasés. Dès le premier jour, en quelques heures, plus d'une dizaine d'entre nous tombent à terre, évanouis ou assommés à coups de gourdin ou de pelle. Pour l'appel de midi, retour au bloc, on porte ceux qui ne peuvent pas marcher. Ils n'auront pas droit à la soupe parce qu'ils n'ont pas travaillé. On avale 1 litre de soupe claire, on repart. On porte à nouveau les invalides sur le chantier pour le travail de l'après-midi. Couchés sur des pierres, en plein soleil, leurs plaies attirent les mouches. Le soir, c'est parfois une vingtaine d'hommes qu'il faut charger sur notre dos. Très vite, nous formons des équipes. 3 porteurs pour 1 allongé. Ceux qui peuvent se traîner se soutiennent mutuellement. Nos blessés n'ont droit à aucun soin et n'ont pas accès à l'infirmerie, au revire. Une fois les brouettes pleines de terre, de rochers, il faut les vider dans une sorte de ravin au pied d'un mirador. Le 19 juillet, Léon Aubrun pousse sa brouette. Le capot lui assène un grand coup qu'il fait dégringoler dans le ravin. Le SS crie en allemand « Tentative d'évasion !» Aussitôt, le garde lui tire une rafale de mitrailleuse du haut du mirador. 4e jour, 1er mort. C'est le début d'une série infernale au ravin de la mort. Le surlendemain, sont abattus Sylvain Feltscher, 20 ans, puis Aaron Schrobeck, 49 ans, juifs tous les deux. Le jour suivant, à 1 heure d'intervalle, sont tués Greenkamp, 47 ans, journaliste polonais, et René Brulet, 41 ans. Le 26 juillet, c'est au tour de Paul Cessac. Il reçoit une balle, mais la main courageuse de Max Nevers le tire hors du ravin. Il est sauvé pour le moment. Le 27 juillet, René Bigarré, 31 ans, n'a pas cette chance. Marcel Tournier, 41 ans, son fils Camille, 22. Ces deux-là ne se quittent jamais. Le 14 août, Jojo la matraque se déchaîne sur Marcel. Au retour du chantier, Camille veut porter seule le corps presque sans vie de son père. Le 30 août, Marcel meurt, épuisé, dans les bras de son fils. Camille porte son cadavre sur la place d'Appel, puis au crématoire, seul. Il tient à le faire seul. Respect. Le camp. Le camp de Natzweiler est un petit camp à 750 mètres d'altitude. En pente raide, il s'étale en terrasse exposée au vent glacial du nord. De la plateforme supérieure, rien n'échappe au SS. De chaque côté d'une place d'appel se dressent 15 baraques en bois, couleur vert de gris, les blocs. Un bloc, c'est 45 mètres de long,
sur 12 mètres de large. L'entrée se fait par le milieu. De chaque côté de l'entrée, symétriquement, les chiottes au fond, 2 lavabos pour se laver à l'eau glacée, 2 coins réfectoires, 2 dortoirs. Chalit à 3 étages, parfois 3 par chalit. 150 détenus par dortoir, mais en 1944 le double, voire le triple. Le chef du bloc a, lui, un espace privé, séparé par un rideau. Tout en bas, 2 baraques ferment le camp. La prison, appelée bunker, et le four crématoire avec les douches. Dans une partie interdite, des expériences médicales sont pratiquées sur les prisonniers. 2 rangées d'escaliers relient les plateformes, chacune de 140 marches. Des marches inégales, trop hautes. Certains détenus n'ont plus la force de lever la jambe. Ils soulèvent un genou avec la main, une jambe après l'autre, marche après marche. Pour décrire le camp, il faudrait pouvoir faire sentir l'odeur. Une odeur de suif brûlée, de cendres, de merde, de peur. Pas un oiseau dans le ciel. Ils ont fui les barbelés, l'odeur, les cris. Et puis, qu'aurait-il à becqueter ? Pas une miette au sol. Les détenus ne laissent rien. Il faut parler de la nourriture. La faim, on l'avait connue en prison et au fort de Romainville, mais rien de comparable à cette faim-là. Les maigres rations sont insignifiantes pour nos corps meurtris et épuisés par le travail harassant que nous abattons 10 heures par jour. Nos jambes et nos pieds sont gonflés par l'édème. Levé à 4 heures l'été, à 5 heures l'hiver, on a droit à une louche d'un breuvage noirâtre appelé café, juste avant de partir au travail. À 9 heures, une brève pause pour avaler une mince tranche de pain et une rondelle de saucisson caoutchouteux. À midi, 1 litre de soupe claire où nagent quelques morceaux de rutabaga, parfois quelques filaments de viande. Le soir, un peu du soi-disant café, 350 grammes de pain, 20 grammes de margarine ou une cuillerée à soupe de marmelade ou une petite tranche de saucisson ou un petit morceau de fromage. Certains gardent la margarine pour soigner leurs plaies et atténuer leurs brûlures. Au soleil, elle dégage une odeur de fioul. Les chefs de bloc veillent à ne pas remuer la soupe dans le faux de bidon afin de garder le plus épais pour eux et leurs favoris. Les premiers jours, on ne pense que nourriture. On ne parle que de nourriture. Les recettes s'échangent. Chacun imagine le festin qu'il fera au retour. Puis, la faim permanente nous taraude et devient obsession. Une solidarité clandestine s'organise. Chaque soir, nous donnons un tout petit morceau de notre pain de la grosseur d'un ongle. La collecte est partagée entre les plus faibles. Plus tard, ce seront les toubibs détenus qui désigneront les bénéficiaires en fonction de leurs chances de survie. Il s'agit de garder un peu de dignité, ne pas devenir un crevard. C'est comme cela qu'on appelle ceux qui raclent les bidons ou qui se précipitent pour laper par terre un reste de soupe tombé au sol. L'appel. Il a lieu 3 fois par jour, le matin, à midi et à 18h après le travail. Le SS compte les stucs, les morceaux, c'est-à-dire les cadavres vivants, c'est-à-dire nous. Les projecteurs éclairent chaque place d'appel.
Mützen ab. On doit ôter les calots et les faire claquer comme un seul homme sur la jambe droite. Nous, le calot, on ne l'a reçu que 3 semaines après notre arrivée en juillet, le temps de bien laisser nos crânes rôtir au soleil. L'hiver, en rang par 5, sous la pluie, les orages, la neige. Dans le vent glacial, on est compté et recompté, y compris les morts de la nuit. Malheur si le compte n'y est pas. On recommence. Les matins de brouillard, on attend debout pendant des heures, le temps qu'il se dissipe, des fois qu'on en profiterait pour s'échapper. On est alors couvert de givre, statufié par le froid. Les SS, eux, portent de longues capotes fourrées. Le soir, on doit plier soigneusement nos guenilles, même si elles sont trempées par la pluie, et les remettre le lendemain matin encore mouillées. Parfois, rarement, un moment de liberté. « Hé, Tutur, Tutur, tu nous la chantes ta chanson ?» Tutur, c'est Arthur Poitvin, un jeune aveugle, prof de musique.
Tous à poil. Ordre est donné de déposer nos haillons en petits tas sur la neige durcie. Il fait -15. Frigorifiés, on attend notre tour pour descendre au bloc du bas, où vient de se terminer l'installation du four crématoire. Une douche de quelques secondes, puis on s'allonge, chacun à son tour, dans une baignoire remplie d'un liquide marronasse dans lequel le capot nous plonge la tête. On en ressort nu et on attend des heures. On fait la pelote, agglutiné à 4 ou 5. La nuit est bien avancée quand on reçoit enfin nos guenilles. Les articulations bloquées, les membres raides, nous regagnons notre bloc comme des automates pour retrouver nos paillasses pleines de poux. Début août, on change de chef de bloc. On le surnomme le dompteur. C'est une brute. Au retour de la journée de travail, il organise des séances de gymnastique. Courir, ramper, se relever, courir. Pour un rien, il nous punit et nous fait faire le crapaud. Alors, on doit rester accroupi sur la pointe des pieds, les bras allongés devant soi, ne plus bouger. Supplice qui peut durer une demi-heure. Il s'en prend particulièrement à Pierre Mercier et Armand Merklen, qu'il bat tous les jours. Ils mourront tous les deux en décembre. Cet après-midi de Noël 1943, on ne travaille pas. Un spectacle est organisé spécialement pour nous. Nous devons assister à la pendaison de 2 soviétiques. Ils avaient tenté de s'évader. Ils sont restés enfermés plusieurs semaines dans une cellule cage de la prison, accroupis dans le noir, dans une minuscule cellule en dur, avec quelques trous pour laisser passer l'air. De temps en temps, un morceau de pain, une soupe tous les 4 jours. C'est le régime réservé à ceux que l'on va pendre. Tandis que les pendus se balancent, le SS Kramer gueule « C'est comme ça que je vous pendrai tous !» On défile devant les corps, hébétés, le regard fixe. On se dit « La soupe va refroidir !» 1943-1944, fin 43. Les choses changent. On a droit à l'infirmerie et les barbelés autour de notre bloc ont été retirés. Au chantier, on est moins matraqué. Il faut croire que la période de dressage est terminée. En février 1944, Willy Benke, matricule 6, communiste allemand, est nommé doyen du camp. Les rouges ont évincé les triangles verts, les droits communs, au poste clé. Alors, presque tous les Français encore valides sont affectés dans des commandos moins pénibles, comme le commando des tisseurs, une grande baraque où 200 détenus tissent des bandes de mitrailleuses ou découpent des toiles pour les tresser en grosses nattes. Max Nevers est affecté à la baraque cuisine, ce qui lui permet de mieux se nourrir, mais aussi d'en faire profiter les copains. Il arrive à détourner un peu de pain. 1944-1945. À la fin du mois d'août 1944, les SS sont fébriles. La garde est renforcée, des mitrailleuses sont tournées vers l'intérieur du camp. La rumeur court d'une possible attaque du maquis.
Un peu d'espoir, mais beaucoup d'angoisse. Vont-ils tous nous supprimer? Le soir du 1er septembre, on est consigné plus tôt dans les blocs. Les fenêtres sont obturées, interdiction de s'en approcher. Certains s'y risquent furtivement. Des camions chargés d'hommes et de femmes s'arrêtent devant le crématoire. Dans la nuit, Max est appelé avec d'autres pour porter des bidons de café au SS. Un SS ouvre la porte et Max entrevoit l'enfer. Des corps pendus au crochet, d'autres gisant sur le sol, une balle dans la nuque, des prisonniers les mains attachées dans le dos, tous entièrement nus, et une quinzaine de SS torse nu, s'affairant au milieu de tout cela. Toute la nuit et 2 jours durant, la cheminée crache ses flammes. Le four crématoire tourne à plein régime, le tuyau d'échappement rougeoie. On y brûle les corps des 105 membres du réseau Alliance et des 35 maquisards des Vosges. On l'apprendra plus tard. Les jours suivants, le camp est évacué. Plusieurs convois partent pour Dachau. Les morts, outre ceux dont j'ai déjà parlé, sont morts à Natzweiler. Camille Tournier, le fils de Marcel. Jacques Dessay, Naftuln Grossmann et François Berton, qui avaient été arrêtés ensemble à Paris. François n'a jamais su que sa femme, Ruchla, et leur bébé Françoise, née en détention, avaient été déportés à Auschwitz le 7 octobre 1943 et envoyés immédiatement à la chambre à gaz. Henri Descamps, Fernand Kachler, Stéphane Blanc, Charles Joly, Charles Steinmeier, Rémi Thibault, Achille Fontana. À Dachau sont morts Pierre Arnaud, Lucien Bordier, Albert Guillot et Amable Michel, celui de la Croix de guerre. Après Dachau, il y a eu d'autres camps, d'autres matricules à mémoriser, d'autres morts. Aristide Celsy est mort dans le convoi des 258 malades transférés le 11 mars 1945 de Leonberg au camp mouroir de Bergen-Belsen. Il avait 26 ans. André Robert est mort à Neuengamme. Jean Berthier est mort à Melk, camp annexe de Mauthausen. Le 17 avril 1945, 186 prisonniers furent massacrés dans la carrière de Koslitz. Parmi eux, Pierre Villeminot, FTP de Clerval. Georges Ruel, lui, s'est évadé le 29 août 1944. Ceux qui sont revenus, et que j'appellerai les revenants, 27 des nôtres ont survécu à cet enfer, pas bien longtemps pour certains. André Cuby est mort en juin 1945, 56 jours après sa libération. Il avait 25 ans. Paul Cessac, le rescapé du ravin de la mort, n'a pas vécu plus de 44 jours après avoir recouvré sa liberté. Il avait 22 ans. On ne sait pas ce qu'est devenu l'Ukrainien Alexei Dimitrenko, libéré à Dachau. Ce n'est qu'après la guerre
que nous avons appris la signification des deux N peints sur nos hardes, Nacht und Nebel, nous devions disparaître dans la nuit et le brouillard sans laisser de traces, aucune trace. C'est pour cela que les nazis nous avaient totalement coupés du monde. Mais ils n'ont pas réussi à nous faire tous disparaître. Certains ont pu résister et survivre. Je veux vraiment remercier les étudiantes
qui sont ici, parce que, bon, alors moi je passe ma vie à travailler dans ces cartons, mais voir autant de volonté, autant de détermination, parce que parfois elles n'ont même pas forcément écouté les consignes qu'on disait, elles allaient encore plus loin, donc elles ont été véritablement au cœur de ce projet, et cette exposition qui s'appelle Redonner la parole, elle avait pour but de montrer, de désinvisibiliser des femmes résistantes pour qui le mot engagement avait la signification suffisamment forte pour y donner sa vie. Et à ce titre, mesdames, vous avez fait œuvre d'historienne en allant fouiller ces cartons, en redonnant cette identité, ces visages à ces femmes. Et grâce à vous, eh bien, toutes ces femmes qui ont donné leur vie pour un combat qui parfois les dépassait un petit peu, eh bien, sont sorties de l'ombre. Donc merci à vous.